Bonjour Clara, merci beaucoup de cette interview que tu m'accordes. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre est Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. La vocation de ce livre, c'est aider à faire naître celle des autres, en toute humilité. Le cœur de son message, rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres partagées en résilience. Ces thématiques, ouvertes et portées par chaque personnalité, très différente. Alors ma première question, Clara, peux-tu me dire s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? De vivre avec un grand V. Il y a beaucoup de gens qui vivent et il y a ceux qui sont vivants. Il y a ceux qui sont les passagers du train et ceux qui décident de diriger leur propre train. Et je pense qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de gens extraordinaires. Il y a des gens qui décident de rendre leur vie intéressante, qui ont envie de vivre une vie intéressante. Donc le plus grand défi dans l'existence, c'est tout simplement de vivre avec un grand V. As-tu un exemple vécu de ce beau risque? Oh, il y en a plein des exemples vécus. Tu vois ici, il y a le bateau d'Éric Bellion avec comme un seul homme qui est parti faire le Vendée Globe pour défendre la cause de la différence, qui aujourd'hui repart avec un nouveau bateau et sa compagne pour parler de l'harmonie dans l'existence. Je viens de terminer le livre de Sonia et Alexandre Poussin qui sont allés faire l'Africa Trek, sans assistance et sans argent et sans sponsor, du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au lac de Tibériade, qui sont aujourd'hui dans une charrue avec des bœufs, avec leurs enfants à Madagascar. Tu peux prendre Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur de la Société des explorateurs et qui a fait le pôle sud tout seul. Ça, c'est pour ceux qui sont des explorateurs de nature. Mais on peut être aussi explorateur de sa propre vie ou de la vie des autres. Et c'est des gens comme Jean Vanier qui vont dédier leur cœur aux plus petits d'entre les miens. La liste est longue. Au fond, il y a plein de héros ordinaires qui n'ont pas forcément fait des choses extraordinaires, et dans l'intensité de leur vie et dans leur quotidien de leur vie, rendent leur vie dense et vivante. Et je racontais à Gonzague, qui est un moine bouddhiste où j'ai oublié le nom, et qui est toujours radieux et souriant, et me posait la question de savoir pourquoi tu es joyeux comme ça. Et il répondait, parce que quand je mange, je mange, quand je marche, quand je dors, quand j'écris, j'écris. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu as un exemple vécu de ce beau risque, vivre avec un grand V? Alors, je n'ai pas d'exemple flagrant qui me viennent à l'esprit, parce que mais j'ai toujours essayé non pas de faire ce qui était bien, non pas de faire ce qui était bien vu aux yeux des autres, mais de faire ce dont j'avais envie. Et je pense que le grand risque que j'ai pris dans ma vie, ça a été toujours de suivre mon désir, même s'il ne plaisait pas aux autres. Le premier que j'ai pris, mais il s'est construit sur pas mal d'années, c'est d'avoir beaucoup d'enfants et de continuer à travailler. Au quotidien, c'est pas facile, mais c'était un choix assis. Et le risque que j'ai pris, c'est de décider de ne jamais se sentir coupable. Ça ne veut pas dire que je faisais des choses bien, hein, mais je faisais du mieux que je pouvais. Et oui, de rayer le mot de culpabilité de mon vocabulaire. Et de perfection aussi. Qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire pour plus grand que toi dans ce risque? Ce qui était important pour moi, c'est de vivre des choses plus grandes que moi, justement. De ne pas rester dans ce que je maîtrise. C'est d'aller vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Quand j'ai quitté la fonction publique pour aller chez General Electric, par exemple, ça peut paraître un mouvement professionnel, un peu risqué, mais ce qui me plaisait, moi, c'était l'aventure. J'arrivais dans un groupe américain dont je connaissais ni la culture, j'avais jamais travaillé dans le privé. J'aime bien les sauts dans le vide comme ça. Je trouve que, alors c'est pas des sauts dans le vide non calculés, hein, bien sûr, mais
Et puis quand on a créé Raise avec Gonzague, on est parti d'une page blanche. On ne savait pas du tout si ça allait marcher. Et ce n'était pas le sujet de savoir si ça allait marcher. Le sujet, c'était de le faire parce qu'on avait envie de le faire et qu'on croyait que c'était ça qu'on avait envie d'accomplir. Et de placer l'envie avant la raison, c'est une façon très simple, souvent assez simple, de résoudre des problèmes. Quelle est ta contribution au monde, voire ta mission ou ta vocation, Clara? J'en sais rien du tout et je trouve que souvent on impose aux jeunes dès l'âge de 18 ans de savoir quelle est ta vocation, qu'est-ce que tu veux faire, etc. T'as des jeunes qui ont de la chance, ils savent qu'ils ont une vocation sacerdotale, ils savent qu'ils ont une vocation d'être musicien, une vocation d'être chirurgien, une vocation... moi j'ai une fille qui est artiste, enfin, j'en ai deux d'ailleurs qui sont artistes, elles savent qu'elles veulent être artistes. Alors comment ça va se faire, comment ça va se réaliser, ça c'est autre chose, mais elles ont ça dans le ventre, elles le savent. J'en ai deux qui aiment beaucoup écrire, elles aimeraient pouvoir consacrer toute leur vie à l'écriture, mais la plupart des gens, en tout cas moi, je ne savais absolument pas ce que j'avais envie de faire. Et je disais toujours que je ne savais pas ce que j'allais faire quand je serais grande. Alors c'est vrai que quand on a créé Réaliser Raise avec Gonzague, on a quand même réalisé un rêve, mais après il y en aura peut-être un autre, il y a peut-être autre chose qui va se faire. Là, on est en train d'investir dans une maison qui est une maison de ressourcement, c'est un autre projet, c'est un autre rêve. Et donc si je devais résumer ce qui m'anime, c'est l'idée d'aider les autres à grandir, ça c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et justement, qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre, Clara? Moi, ce qui me donne le goût de vivre, c'est la vie. C'est l'amour. L'amour. Je pense que je dis souvent que le reste, c'est de l'agitation. Il y a l'amour, il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est de l'agitation. Alors l'amour sous toutes ses formes. Face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Alors, il y a deux choses dans ta question. La première, c'est que quand tu es face à quelque chose de difficile, le dérivatif, c'est un très bon moyen de s'en sortir. J'ai eu cette expérience toute petite. J'avais, je ne sais pas, 6 ou 7 ans. Et quand j'étais enfant, j'étais très très sujette aux otites. Et c'était un dimanche et j'étais dans mon lit, j'avais très très mal à l'oreille, je pleurais. Ma famille était partie à la messe. J'étais toute seule dans mon lit et j'étais vraiment malheureuse comme les pierres. Puis quand ils sont rentrés, ma sœur aînée, qui avait 14 ans à l'époque, elle avait 7 ans plus que moi, donc j'avais 7 ans, venait d'avoir appris à jouer au bridge. Et donc on était tous les quatre et elle nous a appris à jouer au bridge. Et pendant 2 heures, j'avais mal à l'oreille mais j'y pensais plus. Et je me suis rendu compte de la force du dérivatif, c'est-à-dire de se concentrer sur autre chose qui te fait oublier ta douleur. L'autre exemple, c'est que quand j'étais petite, comme tous les enfants du monde, j'ai appris à faire du vélo. Et j'ai appris à faire du vélo au Danemark. Et là, il y a une promenade sur la plage qui mène à un magasin de bonbons, de glace et tout ça, qui était évidemment l'objet de toutes les convoitises quand on était enfant. Et juste avant, sur le bord du chemin, il y avait un champ d'orties. Et donc, quand maman me donnait 50 centimes pour m'acheter un bonbon, je montais sur mon vélo sur la promenade, je partais très fière, et j'avais tellement peur de ce champ d'orties que j'y tombais systématiquement. Et je revenais complètement dévorée, en pleurant et tout ça. Et un jour, donc je suis tombée 3 fois dedans, et évidemment, je n'arrivais jamais à acheter mon bonbon ou ma glace. Et mon père m'a dit, mais fais comme s'il n'existait pas. Et donc j'ai fait, ne le regarde pas, et fais comme s'il n'existait pas. Et d'ailleurs, j'ai une des phrases du jour qui n'est pas dans cette pièce, mais avec une photo d'un arbre mort et un paysage, qui est que quand on regarde l'obstacle, il devient ton but. Donc, il faut jamais, faut bien sûr ne pas... Quelquefois, ignorer les obstacles, ça permet de les contourner, de rester rivé sur son but, sur sa destination, et surtout ne pas contempler les obstacles. Bien sûr, ne pas les...
faut pas être inconscient. Mais les obstacles ne sont pas ton but. Clara, est-ce un risque de chance de vivre en résonance dans ce monde? J'ai été entendu parler de résonance selon Hartmut Rosa. Alors ça dépend comment tu écris le mot résonance. Si tu utilises ton mental et ton esprit dans tout ce que tu fais, tu peux avoir une vie très bien, mais ça sera une vie qui sera limitée à ton mental. Si tu te laisses emporter par la vie, si tu acceptes de te dire que tu es conduit par un chemin qui n'est pas forcément celui que tu comprends, mais celui qui t'anime, c'est deux choses complètement différentes, celui que tu comprends et celui qui t'anime. Oui, tu es emporté par le torrent d'une existence, mais pour ça, il faut être en résonance. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se désencombrer. Et le désencombrement, c'est pas un jour je fais le grand ménage chez moi, hein. C'est tous les matins qu'il faut le faire. C'est tous les matins, s'en remettre alors quand on est croyant à Dieu, quand on n'est pas croyant à la vie, parce que c'est la même chose, elle dit aujourd'hui, ce jour qui se lève, ce jour qui commence, je suis disponible à ce jour qui se lève et ce jour qui commence. Je suis disponible à la personne que je rencontre. Je suis disponible à ce qui va arriver. Et donc, tu peux appeler ça de la résonance, tu peux appeler ça de la disponibilité, mais cette ouverture toute simple, qui est pourtant si compliquée à faire parce qu'on a tout le temps l'esprit occupé, etc., c'est cette façon-là d'être en résonance, et du coup te viennent des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, que tu n'aurais pas imaginé, et qui t'emmènent sur des territoires et te permettent d'explorer les choses en toi et avec les autres qui sont absolument infinies. Tu sais, c'est exactement comme quand tu attends quelqu'un. Tu vois, tu es posté quelque part et tu attends quelqu'un. Tu as trois attitudes. La première, c'est l'agacement. Je m'ennuie, il est en retard, il m'a oublié, il me déconsidère, je suis là à poireauter, enfin, tu vois, tu peux avoir une économie. La deuxième, c'est te dire, je vais regarder mon smartphone, et je vais en profiter pour faire mes mails, je vais en profiter pour avancer dans mon travail, tout ça. Et la troisième, c'est se dire, ce temps-là est un temps gratuit. Et ce temps-là, je peux en profiter pour respirer, pour regarder l'oiseau qui passe, pour regarder l'abeille que je n'avais jamais regardée, pour regarder cette personne qui passe et qui est bouleversante, regarder cet enfant qui se jette dans les bras de son père, regarder tout simplement ce qui se passe, vivre. Tu vois, tu as un espace de temps qui va durer 2 minutes, 5 minutes, et tu as juste à vivre. Au fond, on a à sa disposition, on est créateur de sa vie à tous les instants. Pas forcément des circonstances, et de la façon dont on a vécu sa vie. Et si tu vis ta vie en disponibilité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas à un moment y verser mail, et qu'il n'y a pas des moments où on est en colère et on n'y peut rien. Enfin bon, voilà, on essaie de se calmer, de se raisonner et tout ça, mais on respire beaucoup et puis on descend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, faut pas utiliser ces moments-là quelquefois à faire des choses qui sont urgentes, importantes ou qu'il faut avoir fait. Mais quand on peut se faire ce cadeau, il faut surtout pas se priver. Qui es-tu comme magicienne et que fais-tu en tant que magicienne dans ce monde, Clara? J'adore l'idée de la magie. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de travaux manuels et de couture. Et j'aime bien utiliser mes mains. D'ailleurs, la plupart de mes enfants ont hérité de ce don, enfin de ce goût en tout cas. Et je trouve ça formidable parce qu'ils fabriquent plein de choses eux-mêmes. Et ce qui est extraordinaire quand tu fabriques quelque chose, c'est que tu pars d'un petit bout de tissu. Qui est là comme ça, grand, rectangulaire et tout ça. Et grâce à ta créativité et puis à ta méthode que tu veux mettre, parce qu'il faut le dos, et dans l'apprentissage, tu vas créer un objet qui n'existait pas avant. C'est exactement la même chose quand tu fais une recette de cuisine, quand tu fais de la cuisine. Tu as des trucs dans le frigo, tu as une tomate, tu as une courgette, tu as un oignon. Et selon la façon dont tu vas les composer, ça ne fera pas le même plat. Et ça, c'est une magie quotidienne qui t'est offerte.
qui est que tu peux, à chaque instant de ton existence, y mettre une forme de créativité. Et je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas, c'est absolument fascinant de se dire qu'il nous est donné à chaque instant de notre vie de pouvoir la réinventer, et dans les choses les plus simples du quotidien, comme dans les choses les plus grandes. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi, voire au-delà de toi? Alors ça, franchement, je ne me suis jamais posé la question, et c'est une question qui ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le sentiment d'être un instrument. Je ne sais pas très bien où on me mène. L'important pour moi d'être sur la route. Mais où me mène la route? Alors, bien sûr, l'amour. Une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas où ça va te mener. D'ailleurs, si tu regardes mon parcours, il est tellement diversifié, j'ai fait tellement de choses différentes, que si j'avais eu une ligne directrice, j'ai pas le rêve d'être le plus grand chef d'orchestre, d'être le meilleur musicien, ce qui sont des rêves que je respecte infiniment. Mais moi non, moi je suis une nomade. Je suis une nomade de la vie. Je vais là où le vent souffle. Je respire le monde. Je n'ai aucune ambition de laisser mes traces de pas sur le sable. Alors je comprends que certains en aient envie, et de se dire quand je mourrai, je voudrais laisser ça. Moi je l'ai laissé déjà 9 enfants. Et si on m'a oublié le lendemain de ma mort, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu aimerais mettre, Clara, à la place du difficile dans notre monde? Oh, bon, tu sais, tu as cette fameuse phrase de Simone Veil qui dit ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qu'est le chemin. Je pense tout de même que quand tu as des choix à faire, choisir le plus exigeant, le plus ardu, c'est souvent le meilleur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il te permet de t'apprendre toi-même. C'est plus compliqué quand tu es dans un confort absolu d'aller aux confins de ta personne et de ton possible. C'est possible, bien sûr, mais ça demande une énergie, un courage qu'on n'a pas toujours. Alors que quand tu choisis un chemin où tu n'en connais pas les contours et que tu pars un peu à l'aventure, à la fois tu découvres les choses du monde et des autres et des gens, et tu découvres aussi, tu apprends beaucoup de choses sur toi-même. Et donc cette exploration, est-ce que peut-être le difficile, c'est quand tu es un explorateur, bien sûr il y a toujours des choses difficiles, mais c'est pas le difficile qui t'intéresse, c'est l'exploration. Donc moi je connais pas de vie facile. Souvent on m'a dit mais comment t'as fait, t'as eu 9 enfants, t'as travaillé, t'as eu des grosses responsabilités, tout ça. Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était difficile. J'ai adoré explorer et j'ai adoré vivre avec mes enfants. J'ai aimé les instants que la vie m'a donnés. C'est pas dire qu'il y a eu des moments où j'étais pas triste, il y a pas des moments où j'étais épuisée et tout ça. Mais ok, mais j'avais une route, j'avais des gens que j'aimais. Enfin, tu vois, je pense que tu sais, c'est comme quand tu pars dans une marche en montagne. Tu vois le sommet, tu sais que tu vas aller là-haut, mais bon, tu sais que tu vas avoir 5-6 heures de route, temps de dénivelé et tout ça. Si tu t'arrêtes au dénivelé, tu regardes, tu te dis, oh là là, mais je vais suer sans les eaux, ça va être épouvantable et tout ça. Puis quand tu montes, c'est dur. Mais bon, pas à pas, tu fais un pas après l'autre. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai été très fatiguée parce que, je sais pas, mes enfants se réveillaient la nuit, j'avais des journées difficiles à charger et tout ça. Et quand je me levais le matin, j'étais enceinte, j'avais mal au cœur, et quand t'as mal au cœur, t'as envie de mourir, toi, t'as plus d'énergie, tout ça. Mais je savais que si je restais dans mon lit, j'aurais passé une journée toute jaune, à pleurer sur mon sort, parce que j'étais fatiguée, que j'étais mal et que j'y arrivais pas. Alors que si j'allais travailler, les autres allaient me donner une énergie, j'allais avoir besoin de prendre des décisions et tout ça. Et donc je me disais, un pas après l'autre.
des sauts d'obstacles. Je pense à l'heure d'après. Et puis après, on verra l'heure d'après. Et on verra l'heure d'après. Et des matins où j'allais au bureau en me disant peut-être que j'arriverai pas jusqu'à midi. Ou peut-être que je tiendrai juste ce rendez-vous et après je rentrerai chez moi. Puis en fait, ça se faisait. Et le soir, j'étais ravie parce que j'avais rencontré des gens, j'étais heureuse de retrouver mes enfants. Puis j'avais surmonté cet obstacle, soit de la fatigue, soit de... Alors après, je dis ça, j'ai jamais été gravement malade. Quand tu es gravement malade, il y a des moments où c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu dois accepter ta maladie. Bon, il y a des moments où j'ai eu quand j'ai été opérée, j'ai eu des graves entorses, des choses comme ça. Et là, c'est l'inverse. Tu apprends à vivre en étant diminué physiquement. Et tu explores. Encore une fois, c'est une autre exploration. Mais c'est toujours une exploration. C'est toujours un moyen de découvrir que, en fait, quand tu crois que tu es diminué, il y a d'autres champs qui se développent. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience de marcher longtemps les yeux fermés. Je l'ai refait, au Mexique cet été, puis avec mon mari, on l'a fait. On était à Potsdam, il y avait une très grande allée. Et je lui dis, on marche les yeux fermés, chacun notre tour. Et quand tu marches les yeux fermés, les 10 premiers pas, tu les fais droit. Et puis au bout d'un moment, tu vas de travers. Mais comme tu sais que tu as l'autre, tu continues. Mais même si tu sais que tu as l'autre, tu as un moment où tu as peur de tomber sur quelque chose et tu ouvres les yeux. Et tu vois les limites de ta confiance. Parce que l'autre est à côté et pourtant tu ouvres quand même les yeux. Donc ça, c'est un apprentissage extraordinaire de te dire que quand tu es aveugle, tu entends tout beaucoup plus fort, tu dois faire confiance à l'autre, tu dois faire confiance à tout ce que tu entends, tous tes autres paramètres, et tu développes des savoirs qui sont inconnus pour celui qui voit. Tu as évoqué Jean Vanier tout à l'heure, que j'ai eu la grâce d'interviewer d'ailleurs, qui m'a fait un cadeau merveilleux pour Pesque de Chance. Partages-tu, Clara, sa vision ? Chaque personne est une histoire sacrée. Chaque personne est une humanité, je dirais. Dans chaque personne, tu as une humanité tout entière. Tu vois, je suis partie marcher dans le désert il n'y a pas très longtemps. Et quand tu marches dans le désert, tu es obligé de partir en groupe. Notamment dans le désert mauritanien, parce que tu as besoin d'une infrastructure, de chameaux, d'un guide et tout ça. Et moi qui suis une grande sauvage, en général quand je voyage seule ou avec quelqu'un que j'aime, mais j'aime pas beaucoup partir dans un convoi. Et quand on a commencé le voyage, on était une quinzaine de personnes, et il y avait des gens qui, tu vois, dans le désert, chantaient des chansons paillardes. Enfin, j'ai tout le sentiment qu'on n'est pas dans le même désir, enfin dans le même mood pour parler. Et au bout de 2-3 jours, tu te mets à les aimer profondément parce que tu vois leur humanité. Tu parles avec eux, ils te racontent leur vie, ils te racontent leur destin. Et tu vois la magnifique humanité qui est en eux. Et tu vois pas ce qui pourrait être contrarié dans la vie courante, mais le fait de marcher, tu as du temps, tu marches à côté d'eux, marcher à côté d'eux. Et puis tu te rends compte qu'il n'y a personne qui est meilleur. Il n'y a pas une personne meilleure que l'autre. Il n'y a pas une personne qui est plus haute que l'autre. On est tous des humanités à part entière. Et donc oui, dans chaque personne, il y a à la fois le fini, les limites et l'infini sacré, comme le dit Jean Vanier. Et ce qui me frappe surtout, c'est que dans chaque personne, il y a toute l'humanité. Robert Dills, qui est un des papes de la grand maître de la programmation neurolinguistique, avec qui je travaille beaucoup, il a emprunté à je ne sais plus qui le concept de holarchie, pour dire ça. Et il dit qu'en chacun de nous, il y a le moi, qui représente l'ego, qui est très important. Et puis il y a le holon, qui est la partie de nous qui participe au tout. Et ce mot de holon, celui qui l'a inventé, il l'a inventé parce que ça vient de hologramme, ce que je ne savais pas, mais le hologramme, la petite image que tu as sur ta carte bleue, tu sais pourquoi il y a cette image, parce que c'est un hologramme.
C'est une image construite, enfin, avec des ondes, et qui te représente. Mais c'est surtout que c'est une image, si tu la détruis, quelle que soit la partie que tu prennes, si tu la coupes en 1000 morceaux, dans chacune des parties, il y a le tout de l'image. Ah oui, d'accord. Et, Je n'ai pas ça. et ça, c'est toute cette notion extrêmement essentielle de comment j'avance en étant un et partie du tout. C'est la même chose pour ton ADN d'ailleurs. C'est grâce à ça que si on prend un cheveu, on sait parfaitement avec ton ADN la totalité de l'image de Clara. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie, Clara, que tu souhaiterais voir continuer? Alors, qu'est-ce que je vis dans ma vie respirer le monde. J'ai eu cette chance d'avoir une vie qui m'a permis de voyager, d'aller ailleurs, de comprendre d'autres cultures, puis d'être moi-même d'une double culture, puisque j'ai une mère danoise, ce qui m'a appris très tôt le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des mœurs, des coutumes qui sont différentes d'un pays à l'autre. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est anecdotique, mais quand mes enfants étaient petits, quand on allait chez ma belle-mère pour passer à table l'été, il fallait s'habiller. Et quand on va au Danemark chez ma mère, comme on est au bord de l'eau, on se déshabille parce que comme ça on ne salit pas les affaires, parce qu'il n'y a pas de machine à laver. Et on va se laver dans l'eau de mer, le corps, et on ne salit pas le t-shirt. Les deux sont bien, les deux sont formidables. Et la seule chose qui compte, c'est de respecter les coutumes qui sont liées à des usages et de respecter ce qui est important pour l'autre. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que le reste de ma vie me permette non pas de... Moi, j'ai pas du tout une ambition d'être une exploratrice, de faire des choses que les gens n'ont jamais fait, d'être différente, de pouvoir mettre mon nom sur un défi je comprends cette ambition, mais c'est pas du tout la mienne. Moi, je veux respirer le monde. Je veux le sentir, je veux le vivre, je veux communier avec lui, même si je n'en suis qu'une minuscule partie. Et même si je suis assise quelque part, ce que j'adore dans les voyages, c'est que quand tu arrives quelque part, tu es entièrement toi. Est-ce que c'est le long, le moi, je ne sais pas. Mais je suis entièrement Clara. Mais personne ne connaît ni mon statut, ni qui je suis, ni comment je m'appelle, ni ce que j'ai pu accomplir. Il y a une chose dont je suis profondément convaincue, c'est que ce que tu accomplis dans le monde, tu le donnes au monde. Mais ni il ne te définit, ni il ne t'appartient. Tu vois, on dit souvent qu'on est nu et qu'on meurt nu. En fait, on vit tous les jours nu. Alors, quand tu vis dans une société qui te connaît, tu viens avec tes attributs parce que c'est ce qui te permet de réaliser des choses. Voilà, tu viens avec un statut social, une représentation que les autres font de toi. Mais moi, j'ai ce sentiment brûlant que la représentation que les autres ont de moi n'est pas moi. J'accepte ce jeu d'image parce que on a tous, comment dire, on vit dans un monde de représentation, donc les gens projettent sur toi des choses que tu n'as pas du tout l'impression d'être. Pendant très longtemps, j'ai vécu le sentiment d'être une imposture, mais très tôt. Non mais, si les gens étaient dans ma tête, jamais ils me regarderaient en me disant mais t'es un rôle modèle ou mais jamais. Le désert de ma tête est tellement affligeant que jamais ils auraient cette idée-là. Maintenant, j'ai compris que, au fond, ça n'avait pas d'importance. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans l'existence et dans les voyages, c'est que voilà, tu es posé quelque part, personne ne sait qui tu es, tu n'as pas de représentation ni sociale et tout, et tu es quand même pleinement toi. Et du coup, tu peux être totalement en liberté, et c'est un nouveau chemin qui se trace.
Alors évidemment, tu vis avec ton expérience, avec ta carte de crédit et tout ça, donc tu n'es pas non plus perdu dans la cambrousse, terrorisé par la peur. Je ne suis pas du tout encore une fois, je ne suis pas une audacieuse, je ne cherche pas le risque. Je cherche la découverte, c'est pas la même chose. As-tu un défaut dont tu souffres, Clara? Moi, j'en ai plein de défauts dont je souffre. Le premier, c'est de souvent partir dans mes rêves et donc de ne pas vivre assez dans le réel et d'être présent à ce que je vis. Donc, tu vois, je peux marcher dans la rue et puis je croise des gens qui me connaissent et je les dépasse. Donc, d'avoir cette apparence forme d'indifférence, tout simplement parce que je suis dans mes rêves. Du coup, je suis extrêmement distraite et je perds toutes mes affaires. Je suis tout le temps en train de les chercher. Donc, je me discipline, je m'éduque. Je pense que, comme tout le monde, j'ai une grande part d'égoïsme. J'aime bien mon petit confort. Et j'ai toujours cette ambivalence qui est que j'ai la flemme, quoi. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ces défauts, à ton avis? Je ne sais pas s'il y a une intention positive, c'est une question un peu... Peut-être... peut-être la part d'enfant. Moi, je suis toujours la petite fille de 8 ans qui avait ses rêves. Et donc c'est peut-être ça l'intention positive, c'est que quand tu es enfant, tu es assez égoïste, tu vois, tu vis dans ton univers à toi. Moi, j'ai un univers intérieur qui est très présent et qui, quelquefois, prend beaucoup trop de place. Ce qui fait que je suis pas assez disponible aux autres. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Non, j'ai pas de mentor. J'ai pas de mentor dans le sens où j'ai quelqu'un qui est la personne à qui je vais confier tous mes secrets. J'ai beaucoup de personnes que j'admire. Beaucoup de personnes dont j'apprends beaucoup de choses, mais j'ai jamais cherché à leur ressembler. J'ai toujours... Alors, peut-être aussi parce que comme je suis une femme, et que les mentors qu'on avait quand on était enfant étaient principalement des hommes, quand on avait Mère Teresa, Sainte Thérèse, les deux d'ailleurs, et quand même les mentors dans ma vie étaient plutôt des hommes, donc de toute façon c'était impossible de me transposer dans leur vie. Et puis parce qu'il y a toujours une part dans leur vie qui ne me plaît pas, que j'ai pas envie de vivre. Même si je trouve qu'il y a des destins qui sont fabuleux, qui sont totalement héroïques, bah, si je réfléchis, je suis très admirative, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de leur vie, mais c'est leur vie, c'est pas la mienne. Donc j'ai pas de mentor au sens strict, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ta vie, Clara, est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Un stage d'amour. Je ne vois pas le mot stage, parce que le mot stage, c'est un côté limité dans le temps. Tu fais des stages successifs dans des entreprises différentes et tout ça. Donc je ne dirais pas le mot stage, mais un apprentissage renouvelé au quotidien, oui. Voilà, c'est un peu ça la magie de la vie, c'est que toutes les erreurs que tu fais te permettent d'apprendre. C'est Gonzague qui cite souvent la phrase de Nelson Mandela: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui guide ma vie, c'est l'amour, et rien d'autre. En réalité, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Il y a plein de choses qui m'intéressent parce que j'y mets de l'amour. Je peux me passionner pour des sujets. Toi, par exemple, je suis partie en Afrique et j'ai découvert les oiseaux. Et j'étais avec un guide qui on était le long d'une rivière où plein d'oiseaux viennent nicher, puis des milliers d'oiseaux.
Et donc ce guide m'a raconté plein de noms d'oiseaux. Bon, maintenant j'ai envie de me passionner pour les oiseaux parce qu'il m'a donné l'amour même si j'aimais beaucoup les oiseaux comme ça, mais l'amour de comprendre ce que c'est que chaque oiseau et tout ça. Mais tu vois, on parle souvent du désir et du devoir. Et je pense que, en tout cas, dans notre religion catholique, on a beaucoup trop mis le devoir dedans. Et je pense qu'une vie qui est guidée par le devoir, c'est une vie très symbolique, très contraignante, et qui rend amère. Une vie qui est guidée par le désir, c'est une vie qui rend joyeux, qui donne envie d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que, du coup, on ne respecte pas les contraintes, ou qu'on ne respecte pas certains chemins difficiles. Mais quand tu as la lumière au bout, tu peux aller au bout du monde. Donc, faut-il tout oser demander dans la vie, Clara? Oui, bien sûr. Il faut tout oser demander. Donc, je te demandais, faut-il tout oser demander dans la vie, Clara? Tu me répondais oui. Oui, il faut tout oser demander et il faut tout essayer. Et quand ça ne marche pas, la question qui vient, c'est est-ce que j'en ai autant envie que ça? Dans ces cas-là, on renonce. Ou si j'en ai vraiment envie, je me remets sur la question. Au fond, l'échec te permet de savoir si ce que tu désires, tu le désires vraiment. Tu vois, il y a des choses que tu as envie d'avoir, puis tu les as pas. Et au fond, tu croyais vraiment que tu les voulais, et tu vois que tu te bats pas pour les avoir. Donc en fait, c'était peut-être que tu croyais que c'était l'objectif, mais tu as caché derrière l'objectif un autre désir ou autre chose. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'insister par frustration, par orgueil, ou par le sentiment d'être victime, ou le sentiment d'injustice, etc. Si ça ne s'est pas produit, c'est qu'en fait, ce n'était pas pour toi. Donc il faut oser demander, il faut oser se demander à soi-même. Je pense qu'avant de demander aux autres, il faut demander à soi. J'y vais. Vraiment, oui, j'y vais. C'est peut-être une connerie, après tout. Qu'est-ce que je risque, sinon de regretter de ne pas avoir essayé? Moi, je dis souvent à mes enfants, genre, de répéter ça toute leur vie, je leur dis, faites exactement ce que vous voulez, mais faites-le bien et faites-le beaucoup. Parce que si tu veux savoir si vraiment c'est ce que tu veux, il faut le faire bien, il faut le faire beaucoup. En le faisant bien, en le faisant beaucoup, ton désir peut évoluer. Mais n'attends pas, tu vois. Si tu as un grand rêve, je sais pas, par exemple, tu veux aller, tu veux être le premier avec une fusée dans l'espace, etc. Tu peux attendre 50 ans, et puis à 50 ans, tu te rends compte que c'est pas du tout ton rêve. Donc franchement, choisis-toi des petits désirs quotidiens, et vas-y, ose-les, fais-les. Tu as envie d'y aller, vas-y. Et te demande pas si c'est raisonnable, comment on va te regarder, comment on va te juger. Moi, je suis impressionnée par le nombre de gens qui vivent dans le regard des autres et qui se déterminent en fonction de ce que les autres ont pensé de nous. D'abord, pour moi, c'est de l'orgueil. Parce que les autres, ils ont rien à foutre de nous. Enfin, je parle des autres, pas ceux qui vous aiment. Enfin, tu vois, en général, les gens sont plutôt préoccupés par eux-mêmes que par vous. Donc, si tu fais ceci, tu fais cela, le jugement que les autres vont porter, et puis de toute façon, quoi que tu fasses, tu auras toujours des gens qui critiqueront. Tu auras toujours des gens qui diront c'est bien, c'est mal, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. Alors, il faut prendre ça comme des informations qui peuvent t'aider à avancer, mais certainement, mais c'est leur regard sur toi, ça n'est pas toi. Et surtout, c'est un frein énorme de se dire mais je ne peux pas faire ça parce que l'autre va penser ça. D'abord, on fait de la supposition. C'est quand même beaucoup mieux de poser la question directement. Je vais donner un exemple dans ma vie. C'est que en 2013, j'étais à un moment de ma vie où je travaillais énormément, j'étais très investie dans ma vie professionnelle, les enfants grandissaient. Et il se trouve qu'on a une maison en Savoie dans laquelle on avait fait des travaux qui étaient devenus très agréables. Et on habitait un appartement où mon mari et moi on avait une chambre qui était une chambre un peu de passage. Et j'avais 2 tiroirs à moi où les enfants n'arrêtaient pas de fouiller mes affaires. J'avais toujours besoin d'un scotch, d'un machin, un truc comme ça. Et Hervé, il partait en Savoie toutes les semaines
Et le jeudi, vendredi, samedi, il était peinard dans une très belle maison. Les enfants, ils avaient tous leur chambre, que je n'allais jamais fouiller. Et moi, j'avais le sentiment d'avoir travaillé pour pouvoir créer tout ça, mais moi, de n'avoir aucune intimité. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une prime importante une année. Et une de mes amies m'a dit, il faut que tu t'achètes un lieu à toi. C'est ton lieu à toi. Tu ne pourras pas avoir ta vie intérieure si tu n'as pas un endroit à toi. Et bon, c'était objectivement pas possible dans l'appartement parce qu'on n'avait pas beaucoup d'enfants à la maison. Et donc, j'ai surmonté ma peur, et je suis allée voir mon mari et mes enfants, je leur ai dit, je vais m'acheter un petit endroit à moi. En me disant, ils vont peut-être mal le prendre. En fait, ils l'ont pris très bien, ils ont très bien compris. J'ai dit à Eric, tu vois, toi tu vas en savoir, c'est une grande maison pour toi, tu peux regarder des films, tu peux te bookiner, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai pas d'endroit où me poser. Et donc, j'ai acheté cet appartement et j'y vais le jeudi et le vendredi. Et mes enfants et mon mari, quand je n'y vais pas, ils me disent, ah mais t'es pas allé, mais tu sais ça te dit bien, vas-y. Enfin, et ce qu'ils pouvaient penser pouvait être vu comme un acte égoïste ou d'abandon, pas du tout de leur part, au contraire. Ils étaient heureux que je prenne une certaine autonomie par rapport à eux et que j'accepte le fait que moi aussi j'avais besoin d'avoir un lieu de silence, un lieu qui soit à moi et qui n'appartiennent pas à tout le monde. Tu vois, ça a été un acte qui... c'est pas un acte de courage, mais qui m'a demandé de surmonter une peur qui était liée au regard de l'autre. Et qui était, alors que j'en avais vraiment envie, si j'avais pas eu cette amie qui m'avait dit mais fais-le, je me serais vue comme cet argent, mais non, il doit servir à la famille, il doit servir aux enfants, il doit servir, mais pas à moi. Et en fait, c'est très important pour mon mari et pour mes enfants que je sois bien. Et j'ai besoin de cet endroit, j'ai besoin de ce lieu qui me permet de me ressourcer. Tu l'as appelé risque de chance? Non, je ne l'ai pas appelé risque de change. De chance. De chance. Mais ça a été ma chance. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité, Clara? Parce que tu me l'as demandé, parce que je pense qu'il faut toujours, quand on peut, et en fait on peut toujours quand on met ses priorités là où il faut. Tu sais, je ne vais pas te répondre directement, mais je vais te répondre avec une autre chose qui dirige ma vie. C'est que quand tu as un emploi du temps qui est très mangé par le quotidien et par, entre guillemets, des responsabilités, tu as de temps en temps des choix qui sont corps et miens. Et moi, la façon dont j'ai résolu ça, c'est que, par exemple, quand j'ai un ami qui perd son père ou sa mère, même si je ne connaissais pas son père ou sa mère, mais que cet ami m'est cher, je sais que pour lui c'est important que je sois là. Et je me dis, dans 6 mois, est-ce que je me souviendrai pour quelle raison je ne suis pas allée à son enterrement? Je me souviendrai que je ne suis pas allée à l'enterrement, ou que je ne suis pas allée au mariage, ou que je ne suis pas allée à cet événement qui était important pour lui. Et je ne me souviendrai pas pourquoi je ne suis pas allée. Et si je sais que je ne me souviendrai pas, ben j'y vais. Et toi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des moments un peu hors du temps, où toi, tu es dans une quête de l'homme, une quête de l'âme, une quête de sens. Et après tout, passer 1 heure avec toi, d'abord c'est un moment très agréable. Donc pourquoi pas se refuser des moments agréables? Et puis c'est un temps suspendu qui donc appartient à Dieu, et donc c'est bien de Dieu. Donc, c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot, Clara, s'il te plaît? Je te répéterai ce que je t'ai dit au début, c'est vivre avec un grand V. C'est être vivant, c'est vraiment être vivant. Et d'être vivant à chaque instant de ta vie, et de savoir que tu es créateur de ta vie à chaque instant. Et de te le rappeler toujours. Si, tu vois, cette interview, il aurait pu ne pas avoir lieu parce que je t'aurais dit j'ai pas le temps. Il aurait pu prendre une tournure tout à fait différente parce que tu ne m'aurais pas posé les mêmes questions, je n'aurais pas répondu de la même façon. Au fond,
on a créé une sorte de petit moment unique, une sorte de petit chef-d'œuvre. Et tu peux faire de ta vie un chef-d'œuvre à chaque instant. Tu vois, mais il y a un truc que je fais souvent, c'est que je circule à vélo. Et à vélo, d'abord c'est le moment où je prie, et je souris aux gens. Ben, je peux te dire que quasiment 100% du temps, les gens me rendent le sourire. Tu souris à quelqu'un dans la rue, il te rend le sourire. Il ne sait pas pourquoi il sourit. Alors, ça change son trajet. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu souris à la vie, si tu la prends comme elle vient, la vie est beaucoup plus gaie. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments durs, quels que soient les moments où c'est vraiment, tu es vraiment dans le chagrin, mais le chagrin, il n'empêche pas le sourire. Et il n'empêche pas la joie profonde d'être vivant. Tu peux être profondément triste, tu peux avoir un très profond chagrin. Moi j'ai perdu mon père, c'était un très profond chagrin, et la joie est toujours là. C'est quand tu réfléchis bien, on est animé par deux sentiments. Bon, t'as plein de sentiments, mais t'en as deux qui gouvernent notre vie, c'est l'amour et la peur. Et le problème de notre monde contemporain, c'est qu'il nous gouverne par la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de tomber, la peur de tomber malade, la peur de la guerre, la peur de ceci, etc. Et dans nos vies, on est animé toujours par ces deux sentiments. Et quand tu réfléchis bien, tous tes sentiments comme la jalousie, le regret, la tristesse et tout ça, sont des sentiments qui sont animés par la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'avoir mal fait, etc. Et si on arrêtait avec la peur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, mais la peur, il ne faut jamais la mettre devant soi. La peur, c'est une valise que tu tiens à côté de toi et qui fait que quand tu vas partir, tu vas faire attention quand tu traverses la rue, parce que tu n'as pas envie de te faire écraser. Et tu vas regarder à droite et à gauche, mais tu vas traverser là. La peur est une compagne. On a tous peur, mais c'est une compagne de vie. C'est ta vigilance, c'est ton garde-fou. Il ne faut jamais que ce soit ton destin. Et aujourd'hui, on vit dans une civilisation de la peur. Et donc il faut remettre l'amour devant, parce que finalement c'est la seule chose qui fait avancer. Un grand merci. Le mien de risque aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui, Clara. Merci du fond du cœur. Merci à toi. C'était un joli moment.